Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'entretien de la semaine. On s'intéresse ce soir à la gestion des traitements des déchets. Mais avant de parler d'industrie, de recyclage ou de chiffre d'affaires potentiel de cette filière prometteuse, nous allons d'abord évoquer l'amélioration du cadre de vie des Algériens, d'environnement propre, voire de civisme vert. Nos villes ne se sont jamais complètement débarrassées de l'insalubrité publique, malgré une volonté affichée des autorités concernées pour y remédier. À qui la faute et que deviennent nos déchets une fois mis en benne? On va tenter d'en savoir plus avec le directeur général de l'Agence nationale des déchets, Karim Ouaman. Vous êtes notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais, nous n'arrivons toujours pas à asseoir une vraie politique, une politique en tout cas efficace de traitement des déchets. À qui la faute? Écoutez, il faut déjà discerner entre politique et, disons, un comportement d'un quelque caractère lié à la gestion des déchets. Donc, la politique, elle est là. Elle existe depuis très longtemps même. Mais disons que les choses évoluent. Donc, les choses évoluent. Donc, en premier lieu, on avait pensé à, disons, appareil à l'urgence, qui était l'éradication de la pratique de mise en décharge sauvage. Donc, du coup, on avait pensé au moyen le plus simple et le plus rapide à mettre en œuvre. Donc, c'était les centres d'enfouissement technique. C'était une manière de traiter le déchet dans un endroit, disons, qui peut protéger l'environnement à travers la prise en charge de tous les effluents que peuvent générer les déchets quand ils sont confinés. Alors on s'est rendu compte plus tard que ça n'est pas tout à fait le cas. Ça peut provoquer quelques ennuis sur l'environnement en fait. Et là je reviens sur autre chose aussi, il faut différencier aussi entre un outil de traitement reconnu à travers le monde et la gestion de ces outils. Alors, ça fait plus de 15 ans quand même que l'État s'est fixé de placer un système de tri sélectif et l'éradication totale des décharges sauvages. Ni l'un ni l'autre de ces objectifs n'a été complètement atteint. Pour quelle raison, Karim Ouaman? Écoutez, je dirais plutôt que l'effort a été consenti en premier lieu par rapport à l'éradication de la mise en décharge sauvage, par la réalisation des centres d'enfouissement technique, par la professionnalisation des outils de traitement. Et une fois ces objectifs atteints, il faut passer à une étape beaucoup plus qualitative qui va s'articuler sur le tri et la valorisation des déchets. Donc si on n'organise pas tout cela, ça serait vraiment utopique de dire qu'on va pouvoir mettre en place rapidement un système de tri alors que les autres maillons de la chaîne ne fonctionnent pas en symbiose. Je m'explique. Oui. On produit du déchet. Le déchet, il est collecté. Par la suite, il est évacué vers les centres d'enfouissement technique. Est-ce qu'on s'est posé la question une seule fois de quoi est composé notre déchet? Parce que si on fait une petite lecture par rapport à la composition du déchet, on va vite comprendre qu'on peut limiter beaucoup de déchets qui sont orientés vers les centres d'enfouissement technique. Un tri sélectif au départ, au niveau des ménages? Oui, et on peut, quels que soient les ménages ou le secteur des activités. Donc, on se focalise malheureusement que sur les ménages. Mais les producteurs de déchets ne sont pas que les ménages. Il y a aussi le secteur des activités, les administrations, les industries, voilà. Donc, si on fait une petite lecture de la composition du déchet, on va vite constater que c'est beaucoup d'emballage. Et c'est ce qui explique un peu le fait que nos bacs débordent de déchets. Ce n'était pas le cas auparavant. Alors justement, c'est une étude de caractérisation, n'est-ce pas, que votre agence a effectuée en 2014 sur les déchets ménagers. Et l'Agence nationale des déchets qui a été créée en 2001, ça fait quand même 13 ans avant un premier diagnostic sur les poubelles algériennes. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire ce premier diagnostic si important? Non, ce n'est pas un premier diagnostic, ce n'est nullement le premier diagnostic. On était à la 3e ou à la 4e mission de caractérisation du déchet. Pour preuve, si vous prenez connaissance du document qu'on a diffusé concernant la caractérisation, vous allez constater qu'on avait fait une comparaison entre 2014 et 2010. Donc 2010, on avait beaucoup plus de matière organique, moins
d'emballage, alors qu'en 2014, la donne a commencé à Donc en à 4 changer un peu. ans, ça a complètement changé. Ça a changé un peu, moins de matière organique, plus d'emballage, notamment les plastiques. Et cela, ça dénote du fait que l'on s'oriente vers le statut d'une société de consommation. Donc, on a pas moins de 17% d'emballage en plastique. Juste pour vous dire, Oui. et d'argumenter le fait que nos bacs débordent à cause de ces emballages, parce qu'en fait, c'est du volume, c'est pas du poids. Alors, par rapport au processus de traitement des déchets chez nous, des couacs apparaissent au niveau des étapes élémentaires justement de ce processus, notamment pour la collecte. On a pu le constater cet été lorsque dans beaucoup de rues des villes d'Algérie, il y a eu des tas, des amoncellements d'immondices un peu partout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que les populations se sont posé la question, pourquoi la collecte ne se fait plus de manière régulière? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça devient chronique? Vous l'avez bien signifié, c'est l'été. Donc, si vous parlez de la capitale, c'est clair qu'il y a un afflux beaucoup plus important de gens au niveau de la capitale. Donc, une production beaucoup plus importante en matière de déchets. Il faut savoir aussi que le déchet ne peut être convenablement géré que si l'on dispose d'un plan opérationnel qui répond à un contexte donné. Dans le déchet, il y a la gestion des flux qui est généré au quotidien. Il y a aussi la gestion d'un flux exceptionnel. Donc les communes doivent obligatoirement, et c'est la réglementation qui le précise, doivent obligatoirement disposer d'un schéma directeur de gestion des déchets. Oui. Et ce schéma qui constitue en fait pour ces communes un tableau de bord pour une gestion rationnelle et efficace. Est-ce que toutes les communes se plient justement à ces schémas directeurs? Est-ce qu'elles tracent ces schémas directeurs annuellement en fonction justement des flux différents de jets, de déchets? Vous savez, personnellement, en tant que technicien déjà, je suis convaincu que les choses vont se faire, ne pourront jamais se faire en un clic de doigt. Donc c'est des choses qui s'apprennent, qui s'argumentent. Et depuis quelques années déjà, les communes commencent à s'intéresser à ce schéma directeur parce qu'ils ont bien compris l'impact. Les communes commencent à constater sur le terrain quelques défaillances. Et nous appartient déjà, en tant qu'outil exécutif du ministère de l'Environnement, de communiquer sur ce schéma directeur. Peut-être que nous aussi, on est quelque part défaillants. Voilà, donc que chacun assume un peu ses missions. Nous appartient de disséminer l'information et d'argumenter aussi. C'est à travers... Vous voulez dire argumenter auprès des responsables des communes? Ah oui, nous appartient aussi d'argumenter et d'informer des mécanismes mis en place par les pouvoirs publics, justement pour une meilleure gestion des déchets. Vous savez, le déchet, c'est une activité qui s'apprend aussi. Donc, si on ne touche pas avec les doigts, on ne pourra jamais comprendre qu'est-ce qu'on devrait faire en fait du déchet. L'avantage qui se développe depuis quelques années déjà, c'est le fait que les communes commencent à déléguer ce service de collecte et de traitement. Donc les communes commencent à déléguer ce service. Parce qu'elles sont obligées aussi de le faire. Elles sont dépassées, il faut le dire. Déjà, et ne disposent pas de moyens efficaces et surtout efficaces pour la collecte, du moins des déchets. Tout le monde, et tant mieux d'ailleurs, a compris maintenant que la meilleure façon de faire pour gérer le déchet, c'est de déléguer le service. Et que la commune revienne à sa mission de base, qui est de contrôler et d'évaluer. Seulement de contrôler et donc de déléguer, comme vous dites? De déléguer à travers des cahiers de charges élaborés suite à des études de schéma avec des directeur. entreprises privées, c'est ce que vous voulez dire? Privé appartient... La commune est libre, en fait. Appartient à la commune de déléguer ce service
à travers des cahiers de charges bien élaborés. Alors même lorsqu'il y a ces opérations de sous-traitance, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, on parle aussi de déchetterie dépassée par le flux d'ordures ménagères, d'insuffisance de nombre d'agents de nettoyage et des moyens inadaptés comme des camions-bennes vétustes ou surexploités. Pourquoi nous n'arrivons toujours pas à professionnaliser, vous en parliez tout à l'heure, les outils de traitement des déchets? Vous savez, il n'y a que le schéma directeur qui peut définir les outils de collecte et de traitement. Donc c'est ce schéma directeur qui constitue une étude pour un horizon de 10 ans. Hein. C'est ce schéma directeur qui, en première phase, élabore ou fait un constat de l'état Donc là, des vous lieux. revenez sur les communes. Là, vous dites que c'est la responsabilité des communes. Si on C'est ça. parle des déchets ménagers, c'est la mission de base de la commune. Donc, appartient de la commune de mettre en place les dispositifs nécessaires pour une meilleure gestion du déchet. Donc on sait ce soir que les villes qui ne sont pas complètement salubres sur la voie publique, c'est en fait de leur faute. Parce qu'il y a une défaillance au niveau de la gestion des déchets au niveau des communes. C'est ce que vous dites ce soir. Bah, écoutez, ne me faites pas dire des choses que j'ai pas dit. Allez-y, Voilà. allez-y, expliquez-vous. Donc, j'ai dit que les communes ne savent pas forcément qu'il y a un intérêt à élaborer un schéma directeur c'est une de gestion obligation, des déchets. C'est une obligation, mais les communes commencent maintenant à s'inscrire par rapport à cette approche. Et beaucoup de communes, à travers le territoire national, font déjà appel à l'Agence nationale des déchets pour les accompagner. De quelle manière? Dans ce sens, les accompagner déjà en expliquant un peu la démarche réglementaire et technique à adopter. Donc, en tant qu'agence exécutive de la politique nationale... Donc ils ne sont pas forcément au fait des dernières techniques, c'est ce que vous voulez dire, de gestion des déchets? La technique, écoutez, la technique, c'est un métier. La commune élabore une étude et c'est les professionnels en charge de cette étude. C'est pas la commune qui va faire cette étude. La commune va commander en fait cette étude et c'est les professionnels qui vont indiquer à la commune la meilleure façon pour la prise en charge du déchet. Alors, vous dites qu'un habitant génère plus de 300 kilos de déchets ménagers par an. C'est l'équivalent d'1 mètre cube. Est-ce que l'Algérien est un gros pollueur? Et c'est déjà le fond du problème, selon vous? Vous savez, on se situe nettement en deçà de la production qu'on voit ailleurs. Oui, dans les sociétés de consommation notamment. Voilà, mais je reviens par la qualité du déchet. Donc, on produit de plus en plus d'emballages. En fait, c'est ça qui pose problème par rapport déjà à la collecte du déchet, au transport du déchet. Vous savez, quand c'est du volume, on prend moins de poids et plus de volume. Et là, ça pose problème par rapport à... D'où l'intérêt de trier le déchet. Hein. Donc, que les emballages soient mis dans un bac spécifique et le reste à travers un autre Plus bac. de 50% de déchets organiques. Oui, c'est ça. 54%. C'est la moyenne nationale, 54% de matière fermentescible. Si on arrivait à l'intercepter avant qu'elle arrive au niveau d'un centre d'enfouissement technique, ça nous permettra de produire du compost, fort intéressant pour l'agriculture. Ça nous permettra aussi d'éviter la production des biogaz et des lexivia au niveau des centres d'enfouissement technique. Alors, par rapport aussi au tri sélectif, pardon, on en parle depuis déjà un moment, mais on ne le voit pas venir. Pour quelles raisons? Le tri sélectif, beaucoup d'actions sont menées un peu partout en Algérie. Hein, donc, c'est vrai que ce pas des actions de grande envergure, mais elles sont là, mais elles ont donné de très très bons résultats. C'est-à-dire en chiffres? En chiffres, bah, écoutez, quand ça se fait au niveau de 3 ou 4 quartiers, c'est pas signifiant. Mais l'essentiel, on constate déjà l'engagement notamment de la population pour le tri de déchets. Mais la population va s'engager, c'est bien, mais il faut que le reste de la chaîne suive. Il faut que quand le camion de collecte vient, pour collecter, il faut qu'il différencie entre le bac des déchets triés et le reste du déchet. Mais comment ça se met en place? Qui va mener ces opérations? Qui va sensibiliser les gens par rapport au tri? Comment faut-il trier? Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut des bacs distincts pour séparer les matières. Comment ça se met en place? Donc nous défendons au nom de notre ministère une stratégie
toute simple et pragmatique. Donc on sait pertinemment qu'on ne peut pas tout trier à la fois. Et on ne pourra jamais demander à la ménagère de trier toute la masse du déchet. D'ailleurs, ça ne peut pas se faire. Hein. Donc on essaye d'inciter les gens à trier à deux horizons différents. Hein. On est en train d'expliquer aux communes qu'il s'agit maintenant de commencer par mettre sur la voie publique deux types de bacs. On va garder le bac classique, le bac vert qu'on voit sur la voie publique. On va intégrer un nouveau bac, un bac jaune. Ce bac jaune va concerner tout ce qui est emballage dans les déchets ménagers. Ça en première étape. Le reste va continuer à aller vers Mais on a déjà beaucoup de problèmes, Karim Ouaman, avec le bac vert qui est débordé, souvent très sale, endommagé. Donc déjà, ça n'est pas une solution très idoine. Écoutez, j'ai dit que tout à l'heure, j'ai dit que ça déborde à cause justement des emballages. Donc déjà, commençons par trier les emballages. Tous les emballages, que ce soit en plastique, en carton ou des emballages métalliques. Alors, vous dites pardon, que les emballages justement en carton particulièrement n'arrivent pas au centre d'enfouissement. Donc ils sont déjà précollectés à la base. Permettez-moi juste terminer ma réflexion. Allez-y. Merci. Donc déjà, ce bac jaune, ça va constituer 30% au minimum de la masse du déchet. Vous imaginez un peu, on va alléger nos centres d'enfouissement technique de 30% déjà de déchets. Hein. Dans le reste, en deuxième phase, dès que les rouages sont mis en place, dès que la population commence à s'habituer à ce processus, on va proposer un troisième bac. Et ce bac va concerner ces fameux 54% de la fraction organique du déchet. Et donc, 50%, si on fait nos calculs, il ne va pratiquement rester plus rien à aller vers les centres d'enfouissement technique. Donc, vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur les outils, sur l'outil de traitement final. Alors déjà, normalement, les centres d'enfouissement, ils sont allégés de l'emballage en carton puisqu'on ne le retrouve pas. Pour quelle raison? Oh que si, on continue à avoir... Au niveau des centres d'enfouissement? Ah oui, on continue parce qu'en fait, même en pratique, on ne pourra jamais récupérer la totalité du déchet, de la fraction recyclable, donc ça ne peut pas se faire. On aura toujours une partie du déchet, même recyclable qu'elle soit, elle continuera à aller vers les outils de traitement. Donc, mais nous sommes porteurs d'une vision par rapport à la gestion des déchets qui ne peut se faire qu'à travers un tri en deux phases. On ne pourra jamais lancer toutes les phases du tri en une seule fois. Mais c'est pour quand, en fait, qu'on va voir ces opérations de tri en deux bacs partout en Algérie? On est instruit justement pour aller de l'avant par rapport à cette vision. Donc cette approche, d'ailleurs, on a été instruit par notre ministère de tutelle de sortir de cette approche pilote, hein, qu'on appelle chez nous pilote, et pour aller vers les communes et les accompagner justement pour mettre en place cette vision. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 2001? Depuis que l'État s'est engagé dans cette démarche verte, j'allais dire, pour le traitement des déchets, le traitement intégré, comme on le dit dans le jargon. Depuis 2001, beaucoup de décharges sauvages ont été éradiquées, beaucoup de cadres ont été formés, beaucoup de communes délèguent le service de la gestion des déchets. Beaucoup d'entreprises se sont installées dans la gestion du déchet en général et aussi dans la valorisation, la récupération et la valorisation. Tout ça nous motive pour se lancer dans une deuxième phase de cette politique axée sur le tri. Donc si le reste de la chaîne n'est pas organisé, n'est pas prêt pour prendre en charge ou pour supporter cette politique, il n'y a pas de raison de lancer le tri. Mais là, on constate déjà qu'il y a de la demande par rapport aux matériaux valorisables. Beaucoup d'investisseurs maintenant s'intéressent. Pour preuve, on a le salon Revat qui est en cours. Il faut voir, il faut venir. Il y a sa deuxième édition. Il faut venir pour voir l'afflux des gens. L'engouement, vous voulez dire? L'engouement, exact, l'engouement des gens, notamment les jeunes qui viennent, qui demandent, qui cherchent les contacts et qui s'intéressent à investir dans le domaine de la gestion des déchets. Mais on dit aussi que l'investissement dans ce domaine demande un fort rapport financier à la base, puisque les outils de travail sont extrêmement onéreux et qu'il n'est pas facile en fait de se lancer dans cette activité. Comment faites-vous pour encourager les entreprises à s'y investir malgré tout?
C'est déjà investir dans le domaine de la gestion des déchets relève d'un choix stratégique que fait l'investisseur lui-même. Nous, en tant qu'institution publique, nous sommes là pour donner assez d'arguments à ces investisseurs pour travailler dans le domaine de la gestion des déchets. Comment on fait? Déjà, on communique et on donne la bonne information, la bonne donnée sur la gestion des déchets. Donc on est capable de communiquer par rapport à n'importe quel territoire du pays sur les flux de déchets qui sont générés, que ce soit en quantité ou en qualité. C'est ça en fait qui va motiver les investisseurs à aller chercher, à aller investir dans le domaine. Et vous dites vous-même que vous avez du mal à avoir des informations précises sur l'état des lieux en fait par rapport au traitement des déchets en Algérie. Ah non, 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 la question est cernée. Dans aucun pays du monde, vous n'allez pouvoir cerner la question du déchet dans sa globalité. Donc, nous, au niveau de l'agence, on est en train de développer des indicateurs. Ces indicateurs qui vont permettre aux gens d'apprécier au mieux la gestion des déchets sur un territoire donné. Mais il faut comprendre aussi que la chose qui va mobiliser, la question la plus importante qui va mobiliser l'investisseur, plutôt le motiver à travailler dans la gestion des déchets, c'est une garantie que le déchet nécessaire à ce processus de transformation soit disponible. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait du tri. Il faut, quand on voit dans le déchet, dans l'absolu, il y est. Mais il faut le trier. Alors les quantités justement annuelles de déchets industriels, par exemple, on est à plus de 2 547 000 pour l'emballage, 1 200 000 pour le plastique, mais le recyclage ne voit pas le jour non plus. Pour quelles raisons? On n'y arrive pas. Les activités, déjà il faut nuancer entre les activités de récupération, de recyclage et de valorisation. Oui, recycler, justement. Ce serait bien de l'expliquer. Voilà. Recycler, c'est produire de la matière première à partir du déchet. Alors que valoriser, c'est produire en utilisant de la matière première issue du déchet en substitution à la matière première vierge. Donc voilà. Chacun se situe dans son créneau. Donc, moi, en tant que, si je valorise, je produis à partir, et j'utilise de la matière première issue du déchet, j'ai besoin de gens ou d'opérateurs qui recyclent pour moi cette matière. Et je dois être sûr aussi de la quantité et de la qualité. Sinon, je vais continuer à travailler à partir de la matière première vierge. Et c'est ça, en fait, notre rôle. C'est d'indiquer les bons éléments de réponse à tout ce monde-là pour que les choses soient synchronisées. Et c'est des choses qui se montent sur plusieurs décennies. Et il représente combien en fait d'entreprises, selon vos estimations, ce réseau d'entreprises autour, enfin disons engagées dans l'activité? Si on se réfère au fichier du registre de commerce, sont pas moins de 3000 entreprises qui travaillent dans ce domaine. Mais dans la gestion des déchets, que ce soit collecte, tri, recyclage et traitement. Mais tout le monde le sait d'ailleurs, beaucoup d'entreprises travaillent dans un cadre informel. Pourquoi elles préfèrent travailler dans l'informel selon vous? Là, c'est une autre question. Donc les gens, certainement, ils trouvent leur compte en ne pas déclarant les flux de déchets. Attention, le déchet est un indicateur d'activité en fait. Vous me dites combien vous produisez de déchets, je peux vous dire combien vous produisez en... Justement, certains, dans l'informel, se plaignent de la rareté, la raréfaction des produits en fait à récupérer, de certains déchets, de certains types de déchets à récupérer, tant la concurrence commence à devenir rude en fait dans cette activité. En fait, il y a beaucoup de monde dessus. Beaucoup de monde qui veut travailler dans ce domaine, mais c'est juste une partie très infime de la fraction recyclable qui est soutirée de la masse du déchet. Donc, pour réussir cette démarche, il faut qu'il y ait du tri à la base, à la source. C'est la clé de la réussite. Si on arrive à trier à la source, toute la question de l'approvisionnement de la chaîne de gestion des déchets sera résolue. Donc c'est la clé du problème, c'est le tri en fait, c'est de placer
très vite un système de tri. Ah oui, c'est ça la clé de la réussite. C'est ce qui va réguler toute l'activité. C'est ça, parce qu'en fait, aussi, quand le déchet, je vous cite le cas du carton, quand le carton est en mélange avec la fraction fermentescible du déchet, du coup, il est souillé. Il devient inexploitable. Exactement. Donc pour mobiliser les gisements nécessaires pour les activités de valorisation des déchets de papier et carton, il faut que ce déchet soit intercepté là où il est produit. Alors, vous dites que 70% des décharges publiques ont disparu et elles sont aussitôt remplacées par des décharges sauvages. Est-ce que finalement on ne tourne pas en rond un petit peu dans ce sujet-là? Je ne sais pas ce qui vous a communiqué cette information, mais disons que les Combien décharges... vous avez l'estimation des décharges sauvages? Il faut déjà nuancer entre un point noir et une décharge sauvage. Les décharges sauvages étaient dans le temps utilisées en tant que seul et unique exutoire pour les déchets ménagers. Mais ces décharges sauvages ont été, dans leur très grande majorité, remplacées par des centres d'enfouissement technique et ont été éradiqués. Donc on ne peut pas apprécier toute la politique nationale à travers des actes, disons, ponctuels de dépôt sauvage. Donc, de par le monde, vous allez toujours trouver des gens qui vont éviter les installations déclarées de gestion des déchets. Ils vont continuer à avoir des comportements un peu, disons, qu'on ne pourra pas expliquer d'ailleurs. Mais le plus gros du déchet en Algérie va vers les centres d'enfouissement technique. Mais elles restent tout de même le moyen le plus coûteux de se débarrasser des déchets. Ça, on ne peut pas le nier par rapport... vous dites que ce sont des comportements ponctuels, des apparitions ponctuelles de certaines décharges, mais vous le dites aussi qu'on n'a pas encore placé le tri sélectif. Il n'y a pas assez de centres d'enfouissement partout en Algérie et les décharges restent le moyen le plus coûteux, le moins coûteux, pardon, de se débarrasser de ces déchets. Donc tant qu'on est dans cette situation... Il est très loin d'être le moyen le moins coûteux en termes d'évacuation du déchet, parce que les conséquences sont connues. Du lixiviaire dans la nature, des départs de feu, et j'en passe. Mais une politique, ça se construit, et les gens vont adhérer à cette politique au fur et à mesure. Donc on ne peut pas... Vous êtes fixé une date limite pour placer tout ce système de tri et cette nouvelle logique verte? Vous savez, une démarche, elle est mise en branle, elle est évaluée, elle est éventuellement corrigée. Donc maintenant, on constate, tout le monde le constate, que les centres d'enfouissement technique qui étaient le moyen de se débarrasser des dépôts sauvages et des décharges sauvages se remplissent vite. Parce que depuis quelques années déjà, le mode de consommation du citoyen algérien a évolué. Elles se remplissent vite, pas à cause du poids, à cause du volume. Voilà. Et donc les déclarations de la ministre de l'Environnement qui dit que justement les centres d'enfouissement ne représentent pas la solution pérenne pour le traitement des déchets en Algérie. Qu'est-ce que cela sous-entend? Je crois que Madame la ministre a été mal comprise. Donc elle a dit que c'est un outil qui existe, mais pour rationaliser l'exploitation de cet équipement, beaucoup de choses doivent accompagner cette politique à l'amont des centres d'enfouissement technique. On a tendance à se focaliser sur les centres d'enfouissement technique. Mais le centre d'enfouissement technique n'est qu'un outil de toute la chaîne. Mais il faut qu'il fonctionne bien, il faut que le reste de la chaîne fonctionne aussi. Donc pour rationaliser l'exploitation du foncier dédié au centre d'enfouissement technique ou à la technique d'enfouissement technique... Il y a aussi un problème d'ailleurs d'accès au foncier. Il faut instaurer une politique de tri à l'amont. C'est cette politique de tri qui va nous permettre d'utiliser au mieux le foncier qui est dédié à l'enfouissement technique. Voilà, donc l'enfouissement technique je résume en fait, n'est qu'un outil parmi... Oui, mais on n'a pas tellement varié les outils de traitement des déchets. Pour quelles raisons? C'était une priorité dans le temps, parce que c'était le moyen le plus facile, le plus rapide à mettre en œuvre. Mais depuis, la technologie a aussi évolué.
Donc, le fait d'élaborer des schémas directeurs de gestion des déchets sur le... Rapidement, par exemple, quels nouveaux outils technologiques on pourrait utiliser pour le traitement des déchets, Écoutez, à part les centres d'enfouissement? si je reviens par rapport à la composition du déchet, donc la fraction organique peut être compostée. Donc, du coup, on va éviter qu'elle soit acheminée vers les centres d'enfouissement technique. Oui. Les emballages doivent être valorisés. Donc, on peut éviter que ça soit mis dans les centres d'enfouissement technique, mais que les choses soient bien claires. On ne pourra jamais s'en passer des outils d'enfouissement technique. Très bien. Alors, deux questions vraiment pour terminer. Parce qu'en fait, même en traitant le déchet, on va produire aussi du déchet. Rapidement, justement par rapport aux déchets qui sont enfouis dans les centres d'enfouissement, téléspectateur qui a réagi donc sur notre page Facebook et qui pose cette question. À la longue se posera inévitablement la question de la dangerosité des déchets enfouis. Est-ce que cela est pris en charge? Et un autre téléspectateur vous pose la question sur une possible collaboration avec le ministère des Waqf pour mettre à votre disposition les mosquées qui seraient des lieux où la sensibilisation pourrait être importante par rapport aux gestes, au comportement, disons, responsable par rapport à l'environnement. Très très rapidement. Carrément. Je commencerai par la deuxième question. Allez-y. Est-ce que vous y avez pensé, par exemple? La deuxième contribution, en fait, on parle de l'outil technique, mais on parle rarement de l'aspect communication et sensibilisation. Oui. Donc rien ne peut se faire. La bataille ne sera gagnée qu'à travers la communication et la sensibilisation. Oui. Et c'est les instructions de Madame la ministre, justement, pour aller de l'avant dans la communication, la sensibilisation et la mobilisation. Les mosquées, ça pourrait représenter... Ça pourrait Bien évidemment, tous les relais... Des lieux de sensibilisation. Tous les relais sont bons pour communiquer et sensibiliser. Et par rapport à la première question, les problèmes, disons, sur les soucis que ça pourrait poser sur l'environnement, tous les déchets qui sont enfouis. Vous savez, le déchet, quand il est enfoui, c'est parce que la technologie qui est là ne permet pas de traiter toute la composante du déchet. Mais la technologie évolue dans le temps, il se peut qu'un jour ou un autre, on puisse déterrer le déchet et le traiter et libérer les lieux. Donc c'est pas sûr, il se peut, vous dites. Ben écoutez, il y a un moment, on ne connaissait même pas les centres d'enfouissement technique. Très bien. Karim Mohamed, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale des déchets. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission sera postée sur notre page Facebook. Notre invité, nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de notre invité. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.